Égypte, un pas de plus vers la paix, bientôt peut-être l'eau du Nil dans le Negev. Monnaie, situation inquiétante, l'or s'envole, le dollar baisse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le champion a craqué. Borde a perdu. Bien sûr, tous les commentaires autour de la chute d'une idole nous paraîtront bien hâtifs, mais tout de même, pour la première fois depuis 31 matchs, le champion suédois s'est incliné. Il avait coup sur coup remporté les internationaux de Rome, de Paris et de Wimbledon. Il lui manquait Flushing Meadows pour tenter ce que tous les sportifs appellent le Grand Chelem, c'est-à-dire tous ces tournois plus celui d'Australie. Eh bien, Borg a échoué près du but. Jamais encore il n'avait gagné les internationaux des États-Unis. Et cette fois, l'homme qui l'a fait trébucher est celui qui l'avait déjà sérieusement accroché à Wimbledon en finale, le canonnier américain Roscoe Tanner. Björn Borg, le Suédois, Roscoe Tanner, l'Américain, les mêmes finalistes qu'à Wimbledon. Björn Borg est au service. Nous sommes ici dans Nous suivons les derniers points du tie-break dans le 4e set. Le point est pour Tanner. L'Américain au jeu surpuissant a pris confiance en lui et en ses moyens depuis la finale de Wimbledon. Björn Borg, le visage creusé, débordé par l'Américain. Il n'aime pas les surfaces synthétiques ultra rapides, il n'aime pas non plus jouer en nocturne, c'était le cas hier soir. Tanner au service, c'est son principal atout, surtout si la première balle passe. Âgé de 28 ans, Roscoe Tanner est en train de gagner sa revanche de Wimbledon. Grâce à son service super puissant, vous l'avez vu, il a balayé le Suédois. Un Borg matraqué donc par les services de l'Américain et débordé aussi par la vitesse de jeu de son adversaire. Tanner au service. C'était la balle de match et voilà, c'est gagné pour Roscoe Tanner qui l'emporte en 4-7, 6-2, 4-6, 6-2 et 7-6. Björn Borg est éliminé du seul tournoi majeur qui manque encore à son palmarès et du même coup, c'est la possibilité pour lui de réussir le Grand Chelem, la possibilité qui s'envole. Mais la défaite du Suédois aura permis peut-être hier soir de découvrir le futur vainqueur de l'Open américain. Et puis pour en finir avec le sport, je ne vous rappellerai que pour mémoire la victoire des Français en football face aux Suédois 3-1, une victoire qui laisse encore aux tricolores une toute petite chance pour la qualification en Coupe d'Europe. Ce que nous retiendrons d'abord de l'actualité à l'étranger, ce sont les résultats du voyage d'Anwar al-Sadat en Israël, dans le port d'Haïfa. Bilan positif apparemment, même s'il ne comble pas les espoirs des uns et des autres, mais surtout intense au niveau de l'émotion. Tous les correspondants auront noté que le numéro 1 égyptien a eu un véritable coup de foudre pour la ville de Haïfa, 250 000 habitants, ville où coexistent juifs et arabes. À la santé de mon cher ami, le Premier ministre d'Israël, Menahem Begin, et à la santé de son épouse, je vous demande maintenant de porter un toast, ainsi qu'au peuple d'Égypte et d'Israël. Haïfa, c'était la 8e rencontre entre Sadat et Begin. Le climat s'est considérablement réchauffé entre les deux hommes d'État. Ils ont débattu pendant 48 heures de questions épineuses, notamment celle de l'autonomie des Palestiniens. Et là, Begin n'a pas cédé d'un pouce, mais cela s'est fait tout de même dans une atmosphère chaleureuse. Vive la paix entre nos deux peuples, a dit Sadat. Et cette paix est maintenant très sérieusement engagée. Le président égyptien, dans une conférence de presse, l'a dit dans cette conférence tenue peu avant son départ. L'Égypte va fournir 2 millions de tonnes de pétrole à Israël. Désormais, les soldats égyptiens et israéliens patrouilleront ensemble dans le Sinaï pour y maintenir la paix. Enfin, un plan d'irrigation commun pourrait bientôt faire couler l'eau du Nil dans le Negev. Bien sûr, Sadat tient à une paix globale dans la région, mais le meilleur moyen d'y parvenir est peut-être de calmer la méfiance des Israéliens. 48 hours before I arrived in Jerusalem, I was in Damascus. Pour l'instant, à Paris, le nouvel ambassadeur d'Israël en France, M. Meir Rosen, qui remettait ses lettres de créance à Valéry Giscard d'Estaing, a exprimé l'espoir que la France donne son appui total au traité de paix israélo-égyptien.
Réponse du chef de l'État, un règlement de paix au Proche-Orient doit rendre justice aux aspirations légitimes de toutes les parties, Israël bien sûr, les peuples arabes, mais également le peuple palestinien qui veut être reconnu comme tel et disposer d'une patrie. Cambodge, les Khmers rouges proposent au prince Sihanouk de revenir à la tête de l'État cambodgien. Ils veulent que le prince devienne le leader d'un front de grande union nationale face aux Vietnamiens et à l'actuel régime de Phnom Penh. Le prince Sihanouk n'a pas fait connaître sa réponse, mais avait déjà rejeté précédemment une proposition similaire. Et puis Chine, cette information qui je pense va vous réjouir, au terme de négociations terminées par notre spécialiste Patrick Clément, eh bien les autorités de la radiodiffusion de Pékin ont donné leur accord à Antenne 2 pour que nous diffusions de là-bas le 8 octobre, une grande journée chinoise, avec à la clé le journal de 13h, celui de 20h et une grande partie de la soirée. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver à Pékin avec Jean-Pierre Elkabbach et une partie de la rédaction pour vous présenter cette grande première, je crois, dans l'histoire de la télévision mondiale. Prenez donc date d'ores et déjà le 8 octobre. Enfin, dernier développement de l'actualité à l'étranger, les suites de la crise de Cuba avec des répercussions non négligeables sur la politique intérieure américaine. Le ministre des Affaires étrangères a qualifié l'affaire de très sérieuse et Jacques Segui, notre journaliste permanent aux États-Unis, nous dit ce qu'il faut en penser. Il est tombé 27 cm d'eau la nuit dernière sur Washington et sa banlieue, une véritable tempête. Mais la plus grosse tempête est partie du Congrès. C'était hier la rentrée parlementaire. L'année qui commence va être difficile, une année électorale à l'issue de laquelle un grand nombre de sénateurs vont remettre leur siège en jeu. Le sénateur Church, par exemple, un démocrate bon teint, aura fort à faire dans son État, l'Idaho, avec un adversaire conservateur. Et M. Church, qui vient de déclencher l'affaire de la brigade soviétique à Cuba, sait que le thème de la fermeté à l'égard des soviétiques a toujours été, ici, un excellent terrain électoral. Cela dit, l'administration est une nouvelle fois embarrassée. On a beau affirmer que cette présence soviétique se situe avant l'arrivée de M. Carter à la Maison-Blanche, qu'elle ne peut réellement menacer la sécurité des États-Unis, le sentiment est que les soviétiques n'ont pas joué le jeu. On est loin de la crise des fusées de 1962, mais tout cela se passe au moment où le Congrès se replonge dans le dossier du fameux accord des armes stratégiques entre Moscou et Washington. Et, du côté du Congrès, la menace est claire. Si les soldats soviétiques ne quittent pas Cuba, le traité SALT ne sera pas approuvé. On n'ira pas jusque-là sans doute, mais aux paroles fermes et électoralistes des sénateurs, M. Carter va devoir répondre une nouvelle fois par des actes. Et les Américains veulent que les 3000 soldats soviétiques quittent Cuba. Ce n'est pas tout à fait la crise, mais c'est plus grave que l'affaire de la ballerine. Puis à l'instant, cette dépêche qui m'arrive, c'est un avertissement de l'IRA provisoire au gouvernement britannique au lendemain des funérailles de Lord Mountbatten. Un avertissement qui dit que la question de l'Irlande fera beaucoup de nouvelles victimes anglaises et irlandaises tant que la Grande-Bretagne continuerait à s'immiscer dans les affaires de la nation irlandaise. L'or flambe, le lingot a franchi aujourd'hui la barre des 49 000 francs à Paris. On frise donc les 50 000 francs qui seront sans doute atteints la semaine prochaine. Et figurez-vous qu'au début de l'année, le lingot valait 20 000 francs de moins. Le Napoléon, dont chaque Français posséderait une moyenne de 10. Et oui, 10 Napoléons par Français, c'est une moyenne cumulée bien sûr, mais surprenante quand même. Eh bien, le Napoléon en est maintenant à 460 francs. Il était à 265 francs en janvier. Un dérapage qui ne va pas sans risque. Des risques que nous explique Philippe Sassier, qui a enquêté à la Bourse de Paris. Derrière ces murs, les murs que vous voyez sur ces images, les murs de la Banque de France, et on fouille dans des caves aussi solides que des blocos, il y a le bas de laine de la France. Il contient un peu plus de 3 millions de kilos d'or. Au début de l'année, cette tirelire nationale valait environ 90 milliards de francs lourds, bien évidemment. Aujourd'hui, elle vaut environ 150 milliards de francs. Cette tirelire ne s'est pas grossie, n'a pas augmenté, mais en l'espace de quelques mois, le prix de l'or, lui, a augmenté de plus de 50%. Et actuellement, on assiste effectivement à une véritable flambée des cours de l'or sur la plupart des grands marchés internationaux. Et avec l'or, c'est également l'argent métal, cet argent avec lequel on fait des petites bagues et des bracelets, qui voit ses cours flamber. L'argent métal, en l'espace d'un an, a vu son prix multiplié par 2. Que se passe-t-il? Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette flambée sur les cours des métaux précieux. La première, c'est une méfiance de plus en plus grande à l'égard du dollar. Beaucoup de pays, notamment les producteurs de pétrole,
se dépêchent de vendre leurs dollars pour acheter de l'or et de l'argent. La deuxième raison, ce sont toutes ces crises internationales qui inquiètent les épargnants, crise de l'Iran, mini-crise de Cuba. La troisième raison, c'est l'inflation. Avec la hausse des prix, les épargnants cherchent des valeurs refuges, c'est l'immobilier et c'est l'or. Mais cette hausse de l'or, cette hausse de l'argent deviennent inquiétantes. À terme, elles pourraient déclencher une crise monétaire internationale. Argent toujours, le budget 80, budget critiqué à gauche et chez les syndicats. C'est un budget de crise qui ne peut que nous enfoncer davantage dans la crise, dit par exemple la CFDT. De la poudre aux yeux des contribuables, dit le syndicat national unifié des impôts. Satisfaction en revanche du côté de la majorité, bref, tout le monde est dans son rôle. Et je pense que nous serons dans le nôtre en détaillant davantage encore quelques aspects de ce budget que nous avions hier rapidement traité. La part la plus forte des recettes nouvelles, 1 milliard, viendra de l'immobilier. La TVA sur les terrains à bâtir sera majorée de 7% pour les particuliers. Résultat, les petits immeubles sociaux favorisés aux dépens des villas et 900 millions de recettes. La taxe additionnelle au droit au bail qui sert à rénover les logements anciens sera étendue aux logements construits après 1948. Pour 1 500 000 locataires à loyer libre, en tout cas, augmentation de 0,5% du loyer. Donation et succession, la première mutation à titre gratuit, habitation principale, etc., sera désormais plafonnée à 1 million. Davantage d'égalité toujours avec l'obligation qu'auront les caisses d'épargne et de crédit mutuel de déclarer les ouvertures de compte, comme le font les banques, pour les livrets A et les livrets bleus exonérés d'impôts. Quant aux contribuables d'outre-mer, leurs avantages fiscaux seront progressivement réduits de 12 000 francs en 3 ans, par exemple, en Guadeloupe et Martinique. Avions, bateaux, etc., certains contribuables oublient de déclarer ces éléments de leur train de vie. Le fisc leur infligera désormais une amende de 500 francs par oubli, sanction annulée si la mémoire leur revient dans les 3 mois. Que le comptable d'une société commette des manœuvres frauduleuses, plus question pour le PDG de jouer les ignorants. Il sera considéré comme fiscalement responsable de la fraude. Et puis, si notre PDG estimait pouvoir échapper au fisc en s'installant dans un pays qui ignore les impôts sur les bénéfices, désormais, les agents du fisc taxeront ces bénéfices. Fini les paradis fiscaux. Dans le domaine social, je retiendrai d'abord la confirmation de la grève à la SNCF entre le 12 septembre 20h et le 15 septembre 6h. Ainsi en ont décidé la CGT et la CFDT qui représentent environ 3/4 du personnel. Et puis il y a ce 8 mai de la CGC à la CGT pour une action commune, à la condition que tous les autres syndicats y participent, et ce non de Force ouvrière. Force ouvrière qui s'est déclarée aujourd'hui encore partisan de négociation avec l'État et le patronat. Écoutez cette formule qu'a trouvée André Bergeron dans notre journal de 12h45, antenne de midi. Nous voulons négocier avec les patrons et avec l'État. Mais pour qu'on négocie, il faut qu'on ait de part et d'autre la volonté de parvenir à des compromis. Si on ne parvient pas à des compromis, alors le mouvement syndical est conduit tout naturellement à utiliser les moyens dont il dispose, en particulier la grève. Mais, moi je ne suis pas un gréviculteur. Nous n'avons pas l'intention de nous engager dans des opérations à caractère interprofessionnel, participer à des journées d'action qui ne mènent généralement nulle part. Nous en avons fait quelquefois dans le passé, parce que c'est quelquefois nécessaire. Il se peut qu'on en fasse dans l'avenir, mais ça ne peut qu'être exceptionnel. J'en sais rien. Ce sont nos instances responsables qui en débattront. Je ne sais pas. Vous savez, moi j'ai des tas de vertus, comme vous savez, sauf celle de lire dans le mar de café. Montmaire lundi soir, François Sérac mardi à midi, Georges Segui hier soir et donc tout à l'heure André Bergeron. Je crois qu'ainsi nous aurons fait le tour de tous les partenaires sociaux au moment de la rentrée sociale. Il nous restera à écouter René Monory demain à midi, mais aussi à essayer d'élargir notre champ de vision. Et c'est ce que nous allons faire dès ce soir avec la rentrée sociale en Grande-Bretagne. Rentrée sociale marquée, je vous le rappelle, par l'annonce de 50 000 licenciements dans les usines automobiles de British Leyland, et ce alors que les syndicats semblent hésiter sur la stratégie à suivre face à la politique de Mme Thatcher. Un reportage de Serge Mistret. Depuis un mois, 1 300 000 ouvriers des industries mécaniques font grève 2 jours par semaine. Ils demandent 25% d'augmentation et une réduction progressive du temps de travail. Lundi, à la British Leyland, comme dans 6 000 autres entreprises, les piquets de grève étaient en place.
Ah ça, on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il cède. On a commencé par faire 1, puis 2 jours de grève, et on peut aller plus loin encore. On dit qu'il y aurait des gens pas d'accord qui veulent entrer travailler. Ah non, non, il n'y en a pas. British Leyland, la première firme automobile anglaise, est en difficulté. La construction de plusieurs de ces modèles pourrait être abandonnée, mais il y a plus grave. Si le gouvernement n'accorde pas une aide financière importante, 50 000 personnes pourraient être licenciées. C'est le plus gros dossier de la rentrée, une rentrée qui s'annonce mal. L'inflation galope. 17% en août, peut-être 20 ce mois-ci, les prix flambent. Les premiers pénalisés sont les petits salaires, ainsi ce jeune couple, Fran et Michael Cunningham. Lui est employé de mairie, elle, demandeur d'emploi. Je viens d'acheter ça pour 4,40 livres. Mais il y a 2-3 mois, j'aurais fait pour 3 livres, quelque chose comme ça, 3,50 livres. Qu'est-ce qui a le plus augmenté en fait? Oh, c'est la lessive, le savon, des choses comme ça, à cause du budget. Hein. Mais pour nous, c'est pas mal parce que nous, on est un jeune couple sans enfants. Mais je crois que pour les mères avec 6 enfants, 5 enfants, alors là, ça doit être difficile. Hein. Il y a encore d'autres choses qui ont augmenté? Ah oui, oui, les chaussures, les vêtements, tout ça. Oh oui, ils ont beaucoup augmenté depuis le budget. Et alors, comment faites-vous? Nous, c'est difficile, on fait comme on veut. Hein. Mais on achète du beefsteak haché, des saucissons, tout ça, parce que ça, c'est moins cher. Mais, oui, mais du beefsteak comme en France, ça, on ne peut pas acheter. Les mesures annoncées par Mme Thatcher pour renflouer l'économie britannique n'ont pas tardé à se manifester. Et Michael, comme ses concitoyens, a en éprouvé les effets. Il habite en banlieue un 2 pièces à 1 000 francs par mois pour un salaire de 3 000. Première promesse, tenue par Mme Thatcher, les impôts ont baissé. Et maintenant, je paie un peu moins, je paie à peu près 70 livres par mois. C'est ce qu'avait promis Mme Thatcher. Oui, oui, et elle a eu ses promesses, mais elle reprend d'une main ce qu'elle nous a donné de l'autre main. C'est-à-dire? Ouais, je vais vous le dire. Et, par exemple, maintenant, je gagne un peu dans l'impôt. Je gagne, disons, 5 livres par semaine. Mais à cause du TVA, je dois payer peut-être 10 livres encore par semaine, 10 livres de plus. Alors, à cause de cette politique de notre nouvel gouvernement, je perds parce que je ne suis pas bien payé. Je suis payé moyennement. Et moi, je perds. Ce que nous inquiète spécialement, c'est que moi, je suis employé public, je suis fonctionnaire dans la mairie. Et selon la politique de la Madame Thatcher, elle va supprimer des milliers de ces emplois. Et moi, j'ai peur que dans quelques mois ou dans l'année prochaine, moi, je vais être chômeur, moi même. Dur retour pour les Anglais. Mme Thatcher a rompu le dialogue avec les syndicats. Désormais, patrons et ouvriers sont face à face. C'est le libéralisme, mais pour les syndicats, cela ressemble à un règlement de compte. C'est un gouvernement réactionnaire. Peut-être les grèves sont nécessaires s'il n'y a pas une autre possibilité. Pour la politique industrielle, il faut dire que la politique monétaire n'est pas suffisante pour une croissance économique. Mais vous savez que les grèves sont impopulaires en Grande-Bretagne puisque ce sont les grèves qui ont amené Mme Thatcher au pouvoir, alors? Oui, c'est correct, mais les pays, il faut choisir. De la cité industrielle de Liverpool jusqu'à Blackpool, où sont réunis les syndicats, il y a 80 km. Une distance que ces jeunes gens vont parcourir à pied. Tout ce que nous voulons, disent-ils, c'est du travail. Une marche qui risque de devenir une course-poursuite, car Mme Thatcher, surnommée la Dame de Fer, forte de sa victoire électorale, n'a pas la moindre intention de céder. Dans les tout prochains jours, la rentrée sociale en Allemagne. Politique française, maintenant, la date d'une rencontre PCPS est maintenant fixée. Ce sera le 20 septembre. Ce ne sera pas une rencontre au sommet. Monsieur Bérégovoy et Monsieur Fitterman dirigeront les délégations. Et mercredi prochain, donc avant cette rencontre, nous aurons reçu François Mitterrand dans notre journal de 12h45.
Et puis, le général Pouillade est mort. Il avait été le commandant de la fameuse escadrille Normandie-Niemen qui avait combattu au sein de l'armée soviétique et qui avait infligé de lourdes pertes à l'ennemi. L'escadrille deviendra ensuite, vous le savez, un symbole de l'amitié entre la France et l'Union soviétique. Il faut aussi que je vous annonce que notre confrère L'Expansion devient bimensuel. Ce magazine qui était mensuel paraîtra donc désormais les 1er et 3e vendredis de chaque mois. Tous vedettes, c'est le nom du film que tourne en ce moment Michel Lang, le réalisateur de 2 grands succès cinématographiques, À nous les petites anglaises et puis L'Hôtel de la plage. Pour son dernier film, Michel Lang n'a choisi que des jeunes comédiens et Leslie Caron. Celle qui fut la grande star française d'Hollywood, du temps des grandes comédies musicales, revient à ses premiers amours et se frotte à nouveau à un genre de film qui a fait sa gloire. Alors, suivons ensemble le reportage de Gérard Rolls et de Jean Villa. Tous vedettes, c'est le 4e film de Michel Lang, qui a d'ailleurs remplacé pendant les prises de vue la fameuse formule « Silence, on tourne » par un « Musique, on tourne », car ce 4e film est une comédie musicale. C'est l'histoire d'une troupe de jeunes chanteurs et danseurs qui essaient de monter un spectacle. 2 producteurs d'ailleurs s'intéressent à eux, Bob Weber, un Américain, un habitué des feuilletons d'outre-Atlantique, et un Français, Daniel Secaldi. Mais la véritable surprise de ce film, c'est le grand retour de Leslie Caron dans une comédie musicale française. Leslie est une femme superbe, qui bon, elle a une 40aine d'années, qui correspondait tout à fait au personnage que je cherchais, que j'avais. Je crois que de toute façon, même, je lui ai dit dès le premier jour où je présentais le script, je ne pensais à personne d'autre quand je l'ai écrit. Ce qui est très rare, d'habitude, je me condamne à ne jamais écrire pour quelqu'un. Or là, pour une fois, j'ai écrit pour Leslie Caron. Elle ne le savait pas, elle l'a su que quand je lui ai donné le script à lire. Je trouve que Michel Lang a été très habile. Il a bien étudié les grandes comédies musicales américaines et il a remarqué les points principaux de ces grands films qui étaient souvent le principe « let's put on a show », montons un spectacle. Et dans tous ces films, il y a toujours un personnage adulte qui dit « non, le show est mauvais, oui, le show est bon, il faut faire ci, il faut faire ça, je vous l'achète, je vous défends de monter le show », choses comme ça. Et Michel Lang a suivi le même principe, ce qui fait que je crois que cette comédie musicale aura peut-être pour la première fois en France des chances de réussir. Vous connaissez très bien le cinéma américain et vous avez tourné avec de très grands professionnels, metteurs en scène ou acteurs et comédiens, et cette fois vous vous retrouvez avec des jeunes Français pour tourner. Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence finalement? Je vais vous dire une chose, dans la comédie musicale, c'est une qualité d'être jeune. Ça devient assez dur de danser, de grimper sur les murs quand on a 50 ans. C'est pas encore mon cas, mais je dois vous dire que plus ça va, plus c'est dur. Et apparemment, ce retour de Leslie Caron à ses premières amours ne pose aucun problème à celle que l'on a pu admirer dans Un Américain à Paris, Gigi ou Papa Longue Jambe. Un dernier détail, et de taille, la musique et les chansons de Tous vedettes sont de Mort Schumann. Montparnasse te remplace, concurrence déloyale. Il n'y a plus Paris dans tes cours de chansons d'amour, les chanteurs des rues disparus. Et pourtant tu attends qu'un génie de la bâtille. Dis donc à propos, ça va les chevilles. Qu'un Molière de Nanterre, Bardot des Antilles. Et pousse-toi un peu, tu seras gentil. Te redonne la fête, la grande fête, celle qui est faite pour toi et nous. Paris, Paris, Paris sur nous. Paris, Paris, attention nous voilà. Du 16e au Voyou, on vous aime, aimez-nous. Paris, 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 Paris. Tous vedettes. La rubrique insolite, maintenant, une rubrique assez fournie ce soir. D'abord, le monde à l'envers. L'Iran envisage en effet d'acheter 400 000 tonnes de mazout et de kérosène
qui, comme chacun sait, sont des produits dérivés du pétrole. Il y a 2 mois, l'Iran avait déjà acheté pour 47 millions de dollars de mazout à une compagnie privée américaine. Et puis toujours dans le domaine de l'inattendu, cet achat par l'Arabie Saoudite, cette fois, de 5 tonnes de sable aux Pays-Bas. Il paraît que le sable des déserts saoudiens ne convient pas aux filtres utilisés pour l'épuration de l'eau des piscines. Et puisque nous sommes à l'étranger, sachez qu'il vaut mieux ne pas jouer dans les couloirs des cliniques grecques. Pendant que sa maman mettait au monde son petit frère, Stéphanos, qui est un petit garçon de 5 ans, qui jouait tout tranquillement dans les couloirs, était emmené de force par une infirmière. Et le chirurgien qui avait demandé à l'infirmière « Amenez-moi l'enfant blond », qui bégait, le chirurgien a donc opéré ce petit garçon à la langue. On ne connaît pas encore le résultat de l'opération. Voilà, je pense que nous sommes jeudi et que tous les jeudis, Laurent Bromède vient nous donner la météo que nous réserve la fin de la semaine. Écoutez, l'été tardif continue, il va continuer les jours prochains avec encore du soleil et des températures élevées. Toutefois, il y aura une nette tendance orageuse. Orage, ça signifie de gros nuages dans le ciel, des cumulonimbus, et puis des éclairs en dessous et de la pluie également. Alors justement, une vague de nuages, une ligne traverse actuellement le pays, elle continuera cette nuit et demain matin, on la retrouve depuis le nord, bassin parisien, jusqu'au massif central et aux Pyrénées-Orientales. Donc ligne de nuages avec des averses orageuses. Ces nuages se déplaceront, comme l'indiquent ces flèches, vers l'est dans la journée. Le soir, on les retrouvera des Vosges aux régions méditerranéennes. Alors, avant l'arrivée des nuages, eh bien, le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire du soleil et des températures très élevées. Après, un temps qui d'abord sera variable. Variable, ça signifie du soleil, mais aussi des passages nuageux. Quelques averses encore résiduelles, principalement dans le nord-ouest. Et puis, ça se stabilisera à nouveau. Ça, c'est pour vendredi, alors. Voilà. Et puis, pour samedi-dimanche. Samedi-dimanche, eh bien, samedi, ça continue à s'améliorer cette fois, après le passage de cette ligne de nuages, avec le matin tout de même des brumes et du brouillard, encore quelques orages résiduels dans les Alpes, mais partout ailleurs, du soleil dans la journée. Alors toutefois, une nouvelle zone de nuages arrivera, cette fois par le sud, et elle donnera des orages aussi bien samedi que dimanche, principalement au sud de la Loire, donc un week-end agréable, mais attention tout de même à ne pas trop se mettre sous les arbres. Bon. Il y avait aujourd'hui un tiercé à Vincennes, il se courait dans la 4e course, le prix de Beaugency. Pour gagner, il fallait jouer le 16, le 3 et le 13. Une combinaison qui, vous le voyez, rapporte dans l'ordre pour 5 francs 3142 francs 50 et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 628 francs 50. Le prochain journal de la soirée vous sera présenté par Pierre Alain à 23h05. Demain, Patrick Lecoq sera au rendez-vous pour la première édition du journal à 12h45. Ce journal est tout à fait terminé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.